Donc, bienvenue à ce deuxième webinaire sur deux de la série sur le processus ODIS en estimation et en intervention auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme en lien avec les comportements suicidaires. Aujourd'hui, je vais vous présenter le processus ODIS intervention. Donc, on est parti. Donc aujourd'hui, je vais l'objectif qui, comme un peu sur le même format que la dernière, va durer une cinquantaine de minutes et va viser à décrire les enjeux principaux de l'intervention en prévention du suicide chez les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, à décrire les origines du processus ODIS intervention, un petit peu de vous expliquer d'où vient cette idée-là, de vous faire une présentation générale de l'outil lui-même, des outils, parce que ça s'agit de vraiment toute une série d'outils d'intervention, et puis de l'illustrer un petit peu avec quelques indications sur comment l'utiliser. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une formation complète, mais plus d'une introduction aux outils puis au processus d'utilisation de ces outils-là. Donc, premièrement, je voulais vous parler des enjeux de l'intervention en prévention du suicide chez les personnes qui ont une DI ou un TSA. Ces enjeux tournent autour de quelques grands thèmes. Premièrement, la nécessité, la nécessité d'adapter l'intensité et le niveau d'intervention au niveau réel de danger et de risque des personnes. Bien souvent, c'est un des problèmes qu'on voit avec les milieux d'intervention. Ça peut être difficile parfois de se dire à quel niveau je dois agir. Est-ce que je dois appeler une ambulance tout de suite? Est-ce que je dois faire transporter la personne à l'hôpital? Est-ce que je dois impliquer l'équipe médicale, le psychologue, le psychiatre, des gens de deuxième ou troisième ligne tout de suite? Face à quel type de comportement? Donc, un des grands objectifs qu'on a, c'est d'essayer toujours de faire en sorte que l'intensité d'intervention est adaptée à l'intensité réelle du danger de la personne. Okay? Donc ça, c'est vraiment un enjeu important. Et pour nous aider à adapter ce niveau d'intensité et d'intervention, les outils d'estimation du risque, finalement, c'est la première étape, d'estimer correctement le niveau de danger actuel pour être capable d'adapter l'intervention au niveau de danger actuel. Un autre enjeu majeur qu'on a identifié avec les travaux qu'on a faits et puis les recommandations qui sont faites par ailleurs aussi, c'est de ne pas ignorer les manifestations suicidaires, mais de ne pas surréagir non plus. C'est-à-dire que on a vu beaucoup de cas où une personne disait je veux me tuer, je pense à mourir, qui mime un geste suicidaire par exemple avec un objet quelconque, et là la réaction, c'est de dire « Oh, mais non, c'est pas grave, c'est rien. C'est pas ça qu'il veut dire. » Et on ignore le comportement suicidaire, on n'intervient pas sur cette manifestation suicidaire, alors que probablement ce serait pertinent de le faire. Dans l'intervention, il y a un autre enjeu qui est important, c'est de ne pas donner l'idée ou de ne pas renforcer l'utilisation des comportements suicidaires dans l'interaction avec la personne. C'est-à-dire que des fois, on a peur en mettant trop d'attention en intervention sur le comportement suicidaire, on a peur que la personne réutilise ce comportement suicidaire pour obtenir quelque chose d'autre dans un autre contexte. C'est très important d'adapter le niveau d'intervention au niveau de besoins de la personne, aux besoins réels de cette personne-là, d'effectuer un changement dans l'humeur, dans le comportement, dans les attentes aussi de cette personne vis-à-vis de la façon dont ce comportement-là est pris en charge pour ne pas justement renforcer ce comportement suicidaire-là. Ensuite, il s'agit d'adapter l'intervention au niveau de langage de la personne ou d'être capable d'effectuer des interventions qui ne soient pas nécessairement basées sur un échange verbal. C'est un enjeu qu'on avait déjà avec l'estimation du risque et c'est un enjeu qu'on continue à avoir avec l'intervention. Quand une personne n'utilise pas forcément le langage de la même façon qu'une personne neurotypique, parfois ça peut être difficile de décider quel genre d'intervention je vais faire si je ne peux pas discuter avec elle, par exemple, de la manière dont son humeur a été affectée, ou alors discuter avec elle de façon approfondie d'un enchaînement d'événements qui a pu amener à avoir tel comportement et travailler avec elle en intervention sur cet enchaînement-là d'événements. Donc, il faut pouvoir varier les interventions
et varier les façons d'intervenir avec cette personne-là, de façon à ce que on puisse quand même agir avec elle, même si elle n'est pas verbale au même niveau qu'une personne neurotypique. Et aussi un autre enjeu qui est vraiment important pour moi et que je voulais souligner, c'est que c'est pas parce qu'on parle de prévention du suicide que toutes les interventions que vous faites déjà ne sont pas adaptées. C'est-à-dire qu'un élément important, c'est vraiment d'adapter tous vos processus d'intervention que vous utilisez habituellement à la problématique d'intervenir en prévention du suicide avec cette personne-là. C'est-à-dire que, par exemple, vous utilisez des histoires, vous utilisez des scénarios, vous utilisez toutes sortes de stratégies d'intervention avec des troubles de comportement, avec des variations d'humeur, avec toutes sortes d'autres éléments. Puis vous allez voir aujourd'hui que ces éléments-là, on peut très bien les adapter à travailler en prévention du suicide avec la personne. Donc, c'est pas parce qu'on parle de prévention du suicide qu'il faut complètement réinventer finalement nos stratégies d'intervention habituelles avec la personne. Le corollaire de ça, c'est aussi de pouvoir adapter et utiliser des outils d'intervention en prévention du suicide qui ont été développés pour la population générale. C'est pas parce qu'une personne a une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme que les interventions qui sont faites en prévention du suicide avec la population générale ne peuvent pas être utilisées avec elle. Parfois, il y a des éléments d'adaptation qui doivent être faits en termes de niveau de langage, en termes de cognition, etc. Mais essentiellement, les stratégies développées pour la population générale en termes de prévention du suicide peuvent être utilisées avec les populations des ITSA. Puis vous allez voir, on va illustrer ce cas-là tantôt avec toute la question des plans de sécurité. C'est une stratégie d'intervention vraiment efficace avec la population générale qui peut aussi fonctionner avec les clientèles des ITSA. Intervenir aussi auprès d'une personne suicidaire, ça veut aussi dire de travailler en collaboration étroite avec les intervenants habituels de la personne. Ce sont les mieux placés pour mettre en place la stratégie d'intervention qui va être développée. Donc, quand on parle d'évaluation et d'intervention, ça se fait toujours en collaboration avec des professionnels, avec les proches si c'est possible, et avec les intervenants habituels de la personne qui vont être les mieux placés pour faire ces interventions-là dans le contexte habituel de fonctionnement et de travail avec cette personne-là. Et enfin, l'autre enjeu important que je veux souligner avant qu'on parle d'intervention elle-même, c'est que chaque intervention qui va être faite, et vous allez voir que les outils que je vais vous montrer aujourd'hui sont vraiment conçus dans cette perspective-là, mais chaque action et activité d'intervention qui va être proposée en prévention du suicide doit correspondre à un objectif qu'on s'est fixé suite à l'estimation du danger et du risque. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas les interventions parce qu'elles nous plaisent, mais on les choisit parce qu'elles visent à adresser un des éléments clés que l'estimation nous a permis de révéler comme étant une cible d'intervention auprès de cette personne-là. Donc, quand on construit une stratégie d'intervention, il faut que tous les éléments qu'on met dedans répondent à un objectif clé de l'évaluation. Ce qui va aussi nous donner des indicateurs sur est-ce que cette intervention-là, elle a marché ou pas parce qu'on a pu voir une diminution des facteurs de risque ou une diminution des comportements qui étaient ciblés dans l'estimation du risque et du danger suicidaire. Ça, ce sont les enjeux dont je voulais vous parler en lien avec l'intervention. C'est clair qu'il y en a probablement d'autres que vous soulevez ou avec lesquels vous êtes familier dans vos cliniques. Je serais ravie d'en entendre parler et puis d'enrichir finalement ce que nous on a trouvé avec ce que vous vivez au quotidien. Mais ça, c'est les essentiels que nous avions relevés depuis le démarrage du projet. Donc, essentiellement, le développement du processus Audice intervention. Je voulais vous dire quelques mots là-dessus pour vous expliquer un petit peu d'où ça vient. C'est un projet qui a été financé par le CNRIS, le Consortium national de la recherche en intégration sociale. Un projet qu'on a fait en 2016-2017 dans le cadre du stage postdoctoral que j'ai fait, qui a été financé par le consortium, par le CNRIS, et qui vient en complément essentiellement du projet qu'on avait fait, que je vous ai présenté dans le dernier webinaire sur les outils d'évaluation du risque suicidaire qui lui était financé par les IRSC. Donc, dans le cadre du projet CNRIS, je veux vraiment remercier les intervenants qui m'ont aidé à valider puis à consolider, à comprendre si les outils qu'on avait développés faisaient du sens finalement dans une perspective d'intervention, de prévention du suicide auprès des personnes des ITSA. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Ça, ce sont tous des projets que on pourrait pas faire sans vous. La façon dont le processus Audice intervention finalement se
s'intègre dans tout ce qu'on a appelé le processus O10. Puis pour ceux qui l'ont déjà entendu, je m'excuse de la répétition, mais je trouvais important de le recontextualiser de nouveau. Le processus O10, comme on l'a dit, c'est autisme, défiance intellectuelle, suicide. Et c'est un processus qui vise à comprendre, estimer, intervenir par rapport au risque suicidaire des personnes qui ont une DI ou un TSA. Donc, il est basé sur d'abord le modèle dynamique du suicide que vous allez retrouver sur le site web ditsa-suicide.ca. Les coordonnées sont à la fin de la présentation d'aujourd'hui. Qui est un modèle dynamique du suicide qui vise à comprendre comment se construit le risque suicidaire chez les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, a mené au développement du processus O10 estimation qui a fait l'objet du webinaire de la semaine dernière, qui lui vise à soutenir les intervenants dans l'estimation du danger à court terme et des facteurs de risque à plus ou moins long terme qui peuvent permettre d'expliquer comment s'est construit le risque et d'un point de vue dans une construction complètement logique, mène au processus O10 intervention qui, lui, identifie des cibles d'intervention en fonction des résultats de l'évaluation et aussi des outils pour essayer d'atteindre ces cibles d'intervention avec les personnes qui ont une DI ou un TSA. Donc, tous ces éléments-là s'intègrent finalement dans un processus de compréhension, d'évaluation et d'intervention qui se veut logique et qui, j'espère, l'est, de façon à soutenir les intervenants dont la décision clinique est au cœur de tout ce processus-là. C'est vous, les intervenants, qui décidez comment intervenir basé sur les critères que vous avez identifiés par rapport à votre estimation que vous avez faite, par rapport à une compréhension globale qu'on a développée du risque suicidaire chez ces personnes. Essentiellement, le processus O10 intervention, il a une structure qu'on a voulu la plus claire possible, et puis c'est vous qui pourrez nous dire aussi à quel point on a réussi. Elle est basée, donc elle tient à son cœur les éléments du processus estimation, avec les 4 sphères d'estimation qu'on a déjà décrits par ailleurs. Et tout autour de ces sphères-là, après chaque décision qui a été prise en termes d'estimation, viennent des décisions cliniques de cibles d'intervention et d'outils d'intervention. Essentiellement, les cibles que nous avons identifiées, elles sont là. Premièrement, il y a toute la notion d'intervention de crise. Ça, ce sont des choses avec lesquelles vous êtes déjà familier parce que vous avez des protocoles d'intervention de crise. Quand quelqu'un est en situation de décompensation ou en situation d'agitation extrême, c'est pas le moment de venir faire des évaluations complexes du risque et puis de faire des interventions sur l'espoir et par exemple sur prévenir la récidive d'un comportement suicidaire. On est dans la situation de gestion et d'apaisement de cet événement-là de crise. Là-dessus, en prévention du suicide en particulier, on va rajouter tout ce qui est de l'ordre des interventions pour assurer la sécurité et diminuer le danger d'un passage à l'acte suicidaire de la personne. Vous allez voir, on va détailler par la suite tous ces éléments-là. La deuxième cible d'intervention, donc là, on est vraiment dans l'immédiateté de la situation de risque. Et seulement quand le danger est élevé. Parce que vous pouvez avoir des personnes qui ont des comportements suicidaires, mais où le danger n'est pas immédiat. Ça sert à rien de mettre en place une intervention pour assurer la sécurité immédiatement de la personne si la personne n'est pas en danger immédiat. Donc, vous voyez que l'évaluation est essentielle pour guider l'intervention, puis à quel niveau d'intervention et d'intensité d'intervention on doit agir. Quelqu'un qui a des idéations suicidaires et qui exprime des idéations suicidaires, mais n'est pas dans une situation de danger immédiat, ça ne sert à rien de cibler une intervention immédiatement pour assurer la sécurité. On passe à l'étape suivante. L'ambulance, c'est pas le moment. Deuxième cible d'intervention, puis vous allez voir que plus on va, c'est un sens inverse des aiguilles d'une montre dans le fond, puis plus on s'éloigne du danger immédiat, mais plus ce sont des interventions qui vont se faire à des moments variés dans le suivi, puis dans les jours et les semaines qui suivent l'épisode suicidaire et qui vont toucher à des facteurs de risque qui sont plus éloignés finalement du moment immédiat du passage à l'acte de la personne ou du risque de passage à l'acte de la personne. La deuxième cible d'intervention, donc dans cette perspective-là, c'est de susciter l'espoir et trouver des solutions à court terme. Donc, on est vraiment toujours ici, dans les quelques heures et dans le moment qui suit l'épisode d'expression d'idéation ou de planification ou d'une tentative de suicide de la personne.
Ensuite, des interventions pour réduire le risque de récidive des manifestations associées au suicide de la personne à court terme. Comment est-ce qu'on peut comprendre les patterns de fonctionnement des manifestations suicidaires chez cette personne-là pour éviter de se retrouver avec des déclencheurs similaires dans des situations similaires? Donc là, il y a toutes sortes d'interventions qui peuvent être faites en équipe avec la personne, puis avec les gens qui sont autour d'elle, pour essayer de comprendre ces patterns-là, puis essayer d'éviter de s'y retrouver. Ensuite, les interventions pour atténuer l'option suicide. Ça, ce sont toutes les interventions qui visent à déconstruire les cognitions de la personne autour de l'utilisation des manifestations associées au suicide dans l'interaction, puis aussi comme expression de la souffrance. Ensuite, les interventions à plus long terme pour diminuer les facteurs de risque et augmenter les facteurs de protection. Là, on parle plus vraiment du suicide avec la personne dans ce type-là d'intervention. On parle avec elle vraiment de comment est-ce qu'on peut reconstruire une espèce de solidité psychosociale, diminuer les facteurs de risque et améliorer son bien-être. La promotion des habiletés sociales et des capacités à comprendre et estimer ses émotions sont aussi des interventions où on ne parle plus du tout de suicide avec la personne. Mais quand on fait ça, on peut le faire dans une perspective d'amélioration du bien-être et de prévention du suicide à plus long terme avec la personne. Donc, essentiellement, ces cibles-là d'intervention qu'on peut se donner suite à l'estimation du risque suicidaire, ça va guider finalement la construction d'un plan d'intervention. Et idéalement, quand on fait une stratégie d'intervention en prévention du suicide, l'idée, c'est de ne pas se limiter à l'intervention de crise et assurer la sécurité de la personne, mais c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut agir sur tous les facteurs qu'on a identifiés dans l'estimation du risque pour faire en sorte que cette personne-là, le risque à long terme diminue aussi et réduire le risque qu'elle se retrouve de nouveau dans une situation où elle va avoir des comportements associés au suicide. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler à long terme avec elle dans une stratégie construite pour éviter de revenir dans la situation d'avoir des comportements suicidaires? Donc ça, c'est un petit peu le portrait général de comment on a pensé cet outil-là en lien avec comment se construit le risque et comment s'évalue le risque suicidaire chez les personnes ayant une DI ou un TSA. Donc, pour aller un peu plus en détail dans chaque, finalement, cible d'intervention, je voulais vous donner les exemples. En fait, ce sont tous des éléments que vous allez retrouver dans le cahier d'intervention qui est sur le site ditsa-suicide.ca. Mais je voulais vous expliquer ça un peu plus en détail. Les activités et les interventions sont identifiées par un petit chiffre, un petit numéro, qui correspond à leur numéro dans le cahier d'intervention. Et vous allez voir que sont en noir celles qui correspondent à une activité spécifique que nous avons développée. Et en gris, j'ai mis des choses qui font déjà partie de votre arsenal d'outils d'intervention dans le réseau et que vous pouvez aussi appliquer à ce type-là de problématique. Donc, vous allez voir que plus on s'éloigne de l'épisode suicidaire lui-même et qu'on rentre dans le traitement des facteurs de risque et de protection, donc plus on rentre dans les approches cliniques à plus long terme, plus on passe des outils spécifiques de prévention du suicide à des outils qui existent déjà en intervention, en thérapie et en suivi clinique avec les personnes des ITSA, mais qui peuvent être utilisés avec comme cible de réduire le risque suicidaire. Donc, essentiellement, dans le premier segment, intervenir pour assurer la sécurité et diminuer le danger, on va avoir les plans de sécurité dont on va parler tantôt. On va avoir tout un tas de stratégies que vous pouvez utiliser pour assurer la sécurité. Ce sont des instructions que je vous suggère de stratégies que les intervenants peuvent utiliser pour assurer la sécurité. Il y a tout le concept de suivi étroit qu'on utilise aussi beaucoup avec la population générale et qui est détaillé dans le cahier d'activité. Puis il y a aussi toute la notion que ça peut être important de former les proches au repérage des manifestations associées au suicide. Donc, vous voyez sur la fiche sur le slide que vous avez là, l'élément 1, repérage des personnes à risque de suicide dans le processus d'estimation. Former les proches au repérage peut être une stratégie intéressante d'intervention pour assurer la sécurité, puis être sûr d'adapter le niveau d'intervention au niveau réel de danger immédiat de la personne dans cette perspective-là. Dans la perspective d'intervenir pour susciter l'espoir, je vous propose toute une série d'activités que vous pouvez utiliser
et qui nécessitent des niveaux différents de compétences linguistiques, communicationnelles, pardon, et aussi cognitives avec la personne. Donc, il y a des choses plus ou moins complexes qui sont dans le cahier et qui peuvent être utilisées pour renforcer l'espoir de la personne, parce que on sait que généralement, les gens, quand ils pensent au suicide, c'est qu'ils ne voient pas d'espoir à court, moyen ou long terme. Que ce soit à extrêmement court terme, que ça se manifeste à travers une frustration intense, par exemple, en lien avec une situation très précise et très circonscrite dans le temps, ou que ce soit quelque chose à beaucoup plus long terme, on peut travailler à aider la personne à rebâtir son espoir et à voir que finalement, il y a des choses positives qui peuvent s'en venir. Dire aux gens, on va aller manger une crème glacée puis tu vas oublier, c'est pas ça travailler l'espoir. Ça, c'est détourner l'attention. Travailler l'espoir, c'est vraiment dire, je comprends où tu en es, je comprends comment tu te sens. On valide aussi avec la personne comment elle se sent, où elle en est, et de dire, mais il y a quand même des choses bien, puis je pense que c'est important qu'on les oublie pas. Ça n'est pas du tout la même chose que détourner l'attention. J'espère que ça fait du sens. Donc, dans les activités, il y a des histoires. Dans Tonton, on va illustrer comment ça fonctionne, les histoires, sur l'ambivalence, sur reconstruire l'espoir, trouver des solutions par rapport à ce qu'on fait. Comprendre aussi les idéations suicidaires qui viennent sans trop vraiment avoir une raison précise. Ça peut arriver aussi. Donc, il y a une intervention là-dessus qui est proposée. Il y a aussi tous les calendriers de l'espoir. Bâtir, reprendre l'habitude de comprendre et de voir, les choses positives qu'on vit, parce que des fois on les oublie. Le jardin de l'espoir, des choses comme ça, qui sont des activités qui sont dans le cahier, qui sont proposées avec des instructions, etc., pour vous aider à intervenir auprès de ces éléments-là. Ensuite, il y a toute une série d'interventions dont le but, comme on disait tantôt, est de réduire le risque de récidive. Donc, il y a toute une intervention bâtie sur la notion de penser souvent au suicide et comment est-ce qu'on peut désamorcer ces façons de penser souvent au suicide. Le fait de prendre, il y a un guide d'intervention sur comment est-ce qu'on prend les manifestations associées au suicide au sérieux chez une personne. Et il y a aussi toutes les choses qui sont des choses que vous faites déjà en lien avec l'analyse fonctionnelle du comportement, les plans d'analyse multimodale, les stratégies de coping pour faire face à des événements critiques qu'on aurait pu identifier comme étant des déclencheurs de comportements suicidaires. Mais comment est-ce qu'on peut travailler en amont de ces événements-là, un peu quand on le fait, un peu de la même façon qu'on le fait quand on sait que quelque chose va créer une crise d'anxiété et déstabiliser énormément la personne. On peut faire un peu le même genre d'exercice avec quelque chose qui déclenche un comportement suicidaire. Donc, ce sont des outils que vous avez déjà et que vous pouvez adapter au comportement suicidaire. Tout ce qui a lieu aussi avec la relaxation, la méditation, qui est de plus en plus employée avec les personnes qui souffrent d'un trouble du spectre de l'autisme, mais aussi avec des personnes en déficience intellectuelle. Renforcer les comportements de recherche d'aide et renforcer les capacités du milieu à répondre aux comportements de recherche d'aide de la personne, c'est toutes des choses avec lesquelles vous travaillez déjà, mais que vous pouvez utiliser aussi très facilement en réponse à des comportements suicidaires. Tout ce qui a à voir avec atténuer l'option suicide. Et là, je vous ai proposé toute une série d'interventions en lien avec travailler les croyances de la personne, mais aussi travailler les croyances des intervenants, en lien avec pourquoi les gens ont des idéations suicidaires et comment ces idéations-là se construisent et ce qu'elles veulent dire pour la personne et pour l'entourage. Par exemple, une des croyances importantes qu'on a, c'est que les gens ils disent qu'ils veulent se tuer, mais ils le feront pas. Ou que les gens qui vont se tuer le disent pas. Ou alors que les gens qui ont une déficience intellectuelle ne peuvent pas ne peuvent pas être en danger de suicide. Ou alors que quand quelqu'un a une idéation suicidaire, elle l'aura pour toujours. Puis on peut pas changer ces choses-là. Donc, il y a tout un ensemble d'activités pour vous aider à travailler sur ces croyances-là avec des intervenants, mais aussi avec les personnes qui ont une DIE ou un DSA. Expliquer dans quel contexte les gens peuvent avoir des idéations suicidaires ou faire une tentative de suicide. Il y a une histoire qui parle de ça dans le cahier. Comment est-ce qu'on peut expliquer aux gens ou enseigner aux gens à mettre des mots sur comment ils se sentent de façon à ce qu'on puisse mieux comprendre comment ils se sentent et travailler avec eux. Donc, il y a toute une intervention qui est basée sur comment est-ce qu'on comprend le discours les uns des autres et qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on peut agir à partir du moment où on a compris notre discours.
Comment est-ce qu'on peut travailler sur les fixations sur la mort? Parce que ça accompagne souvent des comportements suicidaires chez les personnes particulièrement qui ont un TSA. Travailler toutes les cognitions, une série d'exercices pour travailler ses propres cognitions. Avec ça, ça se fait bien avec des gens, par exemple, qui sont beaucoup plus verbaux et qui ont des capacités d'introspection. Quelles sont mes pensées par rapport à mes comportements suicidaires et quels sont les enchaînements cognitifs qui m'amènent à avoir des pensées suicidaires et comment est-ce qu'on peut travailler à désamorcer ces enchaînements cognitifs-là avec la personne. Il y avait aussi toute la notion des bénéfices secondaires qu'on a un petit peu regardé avec l'évaluation de l'option suicide l'autre jour. Cette notion-là que petit à petit, certains comportements suicidaires peuvent devenir des outils de communication par certaines personnes. Mais je vous propose des stratégies d'intervention à faire en équipe. Ça, c'est beaucoup plus des choses qui vont se faire au niveau de l'équipe de suivi ou l'équipe soignante, mais pas avec la personne suicidaire nécessairement, pour essayer de comprendre comment s'est faite la construction des bénéfices secondaires des comportements suicidaires et comment est-ce qu'en équipe, on peut désamorcer ces éléments-là. Tout ça, ce sont des suggestions d'intervention que vous pouvez choisir en fonction réellement des besoins de la personne, des résultats de l'évaluation du risque que vous avez fait, de votre confort aussi à parler de certains éléments, puis aussi du soutien en équipe que vous avez. Si vous êtes tout seul, si vous pouvez vous associer avec des gens qui côtoient la personne au quotidien, qui peuvent faire des exercices avec cette personne au quotidien. Il ne s'agit pas de dire on va s'asseoir, puis on va passer 1 heure là-dessus avec toi, puis on va régler. Ce sont des interventions qui peuvent s'intégrer assez facilement dans les processus habituels de suivi avec la personne. Parce que ce qu'on a observé aussi, c'est que des fois, la personne qui a eu des idéations suicidaires, elle n'a pas envie de revenir en parler, puis elle n'a pas envie de recommencer à discuter sur ce sujet-là. On n'est pas obligé d'en faire un enjeu. On peut s'asseoir ensemble, dire, tu sais, l'autre jour, j'étais inquiète pour toi, puis tu as parlé de ces choses-là. Regarde, on va faire un exercice ensemble pour construire du positif. Donc, c'est pas parce qu'on intervient suite à des comportements suicidaires et qu'on intervient en prévention du suicide que dans l'intervention, le mot suicide va apparaître régulièrement et qu'on va dire à la personne, aujourd'hui, on va faire une intervention de prévention du suicide. Quand on bâtit l'espoir, on bâtit le positif. Quand on travaille sur certaines cognitions en lien avec la mort, on n'est pas obligé de revenir au fait que cette personne a voulu se suicider puis que c'est pour ça qu'on le fait. On le fait dans la construction d'une intervention à long terme qui vise à renforcer les cognitions positives, qui vise à renforcer le bien-être de la personne. Donc, une intervention, j'imagine le message que ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas parce que vous faites de l'intervention en prévention du suicide que vous devez parler systématiquement de suicide avec la personne. Donc ça, c'est la partie d'intervention qui touche plus, quand même un peu plus directement aux épisodes de manifestations suicidaires dans laquelle la personne a été impliquée. L'autre côté du schéma, c'est vraiment d'aller aborder les choses qui sont beaucoup plus en lien avec les facteurs de risque plus distaux, réduire ces facteurs de risque plus distaux-là, renforcer les facteurs de protection. Et là, comme vous le voyez, c'est beaucoup plus des choses que vous avez déjà implantées et qui existent déjà dans vos milieux, mais qui ont un effet bénéfique probablement parallèle de travailler en prévention du suicide ou sur lesquels on peut mettre l'accent plus particulièrement pour des personnes qui ont eu des comportements suicidaires. Tout ce qui est l'ordre du projet de vie. On travaille sur la projection de soi dans l'avenir, sur la construction du positif, sur les capacités aussi à expression, de la qualité des interactions sociales, de l'autogestion de la détresse, la capacité à prendre, qui veut corollaire de ça, diminuer les facteurs de thérapeutique qui fonctionnent très bien avec les personnes qui ont des comportements sur la population générale et qui sont de plus en plus testés avec des démons suicidaires. Ce sont des approches thérapeutiques prometteuses avec ces clientes-là. Il y avait aussi Rational Emotive qui était de façon à plus pour l'anxiété et la dépression. Puis quand j'ai regardé ça, je me suis dit ça se peut que ça ait vraiment un impact intéressant aussi sur les comportements suicidaires. Dans la vie quotidienne, renforcer les situations où la personne a du contrôle sur sa vie, sur elle-même, ses activités, son environnement. Dans le modèle qu'on a développé des projets, un des moments critiques, c'était les périodes où la personne perd le contrôle sur
comment elle vit, sur les décisions qu'elle peut prendre, sur son environnement immédiat et des éléments comme ça. Donc, si on est capable de multiplier les situations dans lesquelles la personne a un contrôle, on peut réduire le risque suicidaire chez cette personne-là. Aussi, faire de l'écoute active sur comment la personne se sent, sur lui permettre d'exprimer ses émotions, ses difficultés, valider avec la personne ses émotions, ses difficultés. Ça peut permettre aussi de réduire le nombre de fois où les comportements suicidaires deviennent vraiment un moyen d'exprimer que ça va pas de manière le plus forte possible. Donc voilà un petit peu la structure générale des outils que nous avons synthétisés, mis ensemble. Donc vous voyez qu'il y en a plusieurs qui sont déjà à votre disposition dans vos milieux, avec lesquels vous avez déjà été formés et que vous pouvez utiliser aussi dans cette perspective-là de prévention du suicide. Oh, excusez-moi. Puis je voulais aussi dire un petit mot sur les interventions de crise avec les fiches de prévention active, les plans d'action, les plans TGC que vous utilisez habituellement dans les milieux pour d'autres événements, mais que vous pouvez aussi utiliser pour le comprendre et encadrer les expériences, les épisodes suicidaires quand il y a des phénomènes de récurrence, par exemple, en particulier. Maintenant, chaque intervention dont je viens de vous parler a fait l'objet d'une espèce de fiche de description dans le cahier que je vous ai donné et qui est sur le site web DITSA Suicide et à la même structure. Les interventions qui sont dans le cahier qui est à votre disposition sont construites exactement sur le même modèle avec toute cette structure d'objectifs, d'explication du pourquoi, de comment vous le faites, donc le processus, et puis les outils sont là dedans aussi pour vous. C'est du matériel qui vise à vous aider, à vous soutenir, c'est-à-dire que c'est pas des interventions systématiques si vous le faites pas comme, c'est pas une prescription, c'est-à-dire que si vous le faites pas comme c'est dit, c'est pas grave, c'est vraiment là pour vous donner un petit peu de matériel et puis de soutien pour vous organiser les interventions que vous voulez. Si vous voulez les prendre, les adapter, faire autre chose avec, gardez toujours en tête c'était quoi l'objectif, et puis essayez toujours de voir si les modifications que vous faites, les adaptations que vous faites, ça peut continuer à répondre à l'objectif et puis au processus qui était souhaité avec cette intervention-là. Sinon, vous êtes vraiment libre de les employer comme vous le souhaitez. Donc, pour utiliser ces outils-là, ce que je vais faire brièvement, c'est vous montrer un petit peu comment ça marche. Et puis, au fur et à mesure, vous parler du guide qui est sur le site web. Donc, essentiellement, la meilleure manière d'utiliser les outils que dont je vous ai parlé, c'est vraiment, comme je vous disais, que les objectifs d'intervention doivent toujours correspondre aux objectifs d'estimation qu'on s'est ciblés, aux cibles qu'on s'est données. C'est le plus possible d'intégrer les activités et les interventions dans les services habituels offerts à la personne et dans ce qu'on fait généralement avec la personne. Utiliser différentes activités dans une stratégie d'intervention. Et ça peut s'intégrer dans les plans d'analyse multimodale, les plans d'action, les plans d'intervention, etc., qui sont des outils que vous utilisez dans vos milieux. Comme illustration, alors attention, éléments techniques. Oh yeah, j'y arrive. Je voulais aller là. Je voulais commencer par vous parler des plans de sécurité parce que je sais que c'est quelque chose que on fait beaucoup en prévention du suicide, mais avec lequel vous n'êtes pas forcément à l'aise d'emblée. Puis ça me donne l'occasion de vous montrer comment ça fonctionne dans le cahier. Pour un plan de sécurité, donc l'objectif d'un plan de sécurité, c'est d'assurer la sécurité de la personne qui a des manifestations associées au suicide afin d'éviter un passage à l'acte lors d'un épisode. Donc un plan de sécurité, on le met en place quand on sait que la personne, il y a un danger de passage à l'acte chez elle. Okay? C'est pour donner aussi, l'objectif, c'est pour donner aussi les moyens à la personne d'agir et de demander de l'aide appropriée quand il y a un épisode de détresse important, afin de réduire le risque que des idéations sérieuses
ou qu'il y ait un risque de passage à l'acte auprès de cette personne-là. Donc, il y a toute l'explication de pourquoi et comment on utilise un plan de sécurité avec une personne qui a un DI ou un TSA. Je ne vais pas passer à travers au total, mais essentiellement, ce que ça dit, c'est que l'objectif d'un plan de sécurité, c'est de faire en sorte que l'appel au service d'urgence, ça soit notre dernière option et non pas la première option. Il y a plein de choses à faire pour assurer la sécurité d'une personne ou pour réduire les idéations suicidaires sérieuses d'une personne avant d'appeler les secours. Ce que je voulais, c'était vous expliquer comment on fait. Essentiellement, l'objectif, c'est que avec la personne, on identifie les éléments déclencheurs, on identifie le type de manifestation suicidaire, on note les propos de la personne, on note le comportement que la personne a eu avec la personne. On note aussi toutes les émotions associées, les signaux d'alarme de la personne, c'est-à-dire avant que tu penses au suicide, qu'est-ce qui se passe, dans les minutes qui viennent, comment sont tes émotions, etc., etc. Les actions que la personne, ensuite on note les actions que la personne peut faire elle-même pour faire baisser la tension ou alors pour mieux exprimer comment elle se sent. Ensuite, on note les actions que la personne peut faire avec autrui. C'est-à-dire, est-ce que tu viens me parler? Est-ce que tu parles à un tel? Est-ce que tu dis quelque chose de spécifique? Quels sont les mots qu'on va utiliser pour que moi, je sois sûre de comprendre comment toi, tu te sens à ce moment-là? Donc, on prévoit un petit peu à l'avance quel peut être l'échange entre soi et la personne. Ensuite, quelles sont les personnes ressources clés qui vont jouer un rôle dans le plan de sécurité? Puis les personnes doivent être au courant, évidemment, du plan de sécurité. Et donc, l'idée, c'est que la personne fait la première action dans son plan de sécurité. Si ça ne marche pas, on fait la deuxième action, et ainsi de suite. Et c'est là que je voulais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Avec quelqu'un qui peut être plus verbal ou plus avec des cognitions plus élaborées, puis une conception aussi d'une séquence dans le temps plus solide, on peut avoir les choses à faire, les choses à pas faire. Go, stop. Donc, les choses à faire par moi-même tout seul, quand on a identifié que les choses qui me font penser à me tuer ou qui me rendent triste se produisent, par moi-même, je peux respirer à fond 3 fois et je fais mon exercice de relaxation. C'est un exemple, ok? Je peux dessiner comment je me sens. Ok? Ce que je ne fais pas, c'est penser tout seul dans ma tête à ce qui vient de se passer puis à enclencher de la rumination. Ok? Si ça ne marche pas tout seul, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, je me sens malheureux. J'ai essayé de faire mes exercices de relaxation tout seul et je suis toujours malheureux. Donc, j'ai essayé ma première solution de choses que je peux faire tout seul et ça ne fonctionne toujours pas. Je passe à ma deuxième solution. Je vais demander de l'aide à mon ami en disant « Je suis malheureux, est-ce que je peux te parler pour me distraire ?» Puis, on a identifié l'ami dont il s'agit et l'ami le sait que la personne, s'il vient en disant ça, c'est qu'il se sent pas bien et qu'on est dans son plan de sécurité. Si ça marche pas, on demande de l'aide à ma sœur, par exemple. OK? Parce qu'on l'a écrit dans le plan de sécurité. Et si la sœur reçoit le coup de téléphone, par exemple, ben, elle sait que c'est dans ce contexte-là. Puis on a identifié aussi des choses que la personne doit essayer de ne pas faire parce que ça augmente sa détresse. Donc, vous voyez, dans le plan de sécurité, on met les choses à faire, les choses qu'on peut cesser de faire par soi-même, avec soi puis avec les autres, de façon à... C'est comme une escalade, en fait, d'intensité d'intervention. Si chaque étage ne marche pas, on en rajoute un. Je voulais vous montrer aussi un autre exemple de plan de sécurité plus détaillé, par exemple, dans lequel on peut dire, le plan de Raphaël, il demande de l'aide à son ami, mais on peut l'écrire beaucoup plus en détail. Jean, c'est l'ami de Raphaël. Voici le numéro de téléphone de Jean. Voici la phrase que je dois dire à Jean pour qu'il m'aide dans le cadre de mon plan de sécurité. Ça se peut qu'il n'y ait que cette étape-là dans le plan de sécurité de la personne. Parce que Jean, c'est la bonne personne pour faire l'évaluation du risque, par exemple, et puis s'assurer que la prise en charge par la suite est faite correctement. On peut aussi donner le centre de crise local. Puis on met le nom du centre de crise, on met le numéro de téléphone et on met l'action à faire. Généralement, on aimerait que le centre de crise, ça ne soit pas la première option que la personne a. Je voulais vous donner un exemple d'un plan de sécurité beaucoup plus simple pour quelqu'un qui peut ne pas être verbal et avec qui on peut travailler avec des jetons.
Si par exemple la personne se sent très en détresse, mais ne peut pas dire je me sens mal, on peut s'entraîner à utiliser un jeton avec elle. Si elle me donne le jeton, ça veut dire qu'elle se sent pas mal et elle donne son jeton de détresse à l'intervenante. Et donc, du coup, là, l'intervenante est capable de faire une estimation du risque avec elle, de prendre un temps d'arrêt, de réfléchir à ce qui ne va pas et de mettre en place un plan d'action à court moyen terme pour réduire le danger, augmenter l'espoir, etc. Donc, ça peut être des choses très simples ou très élaborées selon le niveau de conception et de perception de la personne. Donc ça, c'était l'exemple que je voulais vous donner par rapport à l'utilisation. Oups, j'étais pas rendue au bon endroit. Ici, par rapport à l'utilisation des plans de sécurité. On était dans le coin en haut à gauche du programme. Par rapport, donc ça, c'est toutes les choses que je vous ai données. Par rapport à travailler l'espoir, c'est un autre exemple que je voulais vous donner. Qui est une intervention qui est très importante, qu'on fait beaucoup en prévention du suicide avec la population générale et que des fois, avec les personnes ayant une DI ou un TSA, on se dit oui, mais ils n'ont pas de capacité à se projeter dans le futur tant que ça, donc l'espoir, on peut travailler l'espoir avec une personne à tous les niveaux de compréhension du futur, de la mort, de la vie de cette personne-là. Le tout, c'est vraiment d'adapter l'intervention qu'on fait aux besoins de la personne et à sa capacité à prendre conscience des choses positives qui se passent. Ça peut être immédiat, ça peut être demain, ça peut être dans 2 jours, à tous les niveaux. L'objectif, c'est de construire ou reconstruire l'espoir que quelque chose peut aller mieux auprès de cette personne-là, réduire la détresse dans le moment et diminuer le danger d'un passage à l'acte maintenant puis dans les jours qui viennent. Comme je vous disais, l'espoir, c'est vraiment une composante essentielle de l'intervention en prévention du suicide. C'est quelque chose avec lequel on travaille énormément. Là, je vais vous présenter une bande dessinée qui est basée sur un petit peu les scénarios sociaux, puis qui essaye d'expliquer différents aspects du comportement suicidaire, les processus cognitifs, affectifs qui sont en jeu, les stratégies d'évaluation et d'intervention qui peuvent aller avec. Généralement, l'idée, c'est de faire ça avec une personne quand on est capable de s'installer avec elle dans un coin tranquille, au calme, et puis de contextualiser l'utilisation de l'histoire. Par exemple, tout à l'heure, tu as dit que tu voulais mourir, ça m'inquiète beaucoup, j'aimerais ça qu'on travaille ensemble pour essayer que tu ailles mieux, pour essayer de comprendre pourquoi, comment, puis de bâtir quelque chose avec toi qui fait qu'on va essayer que tu ailles mieux aujourd'hui, puis dans les jours qui viennent. Puis on peut utiliser l'histoire sous forme de choses qu'on lit avec la personne ou alors que vous pouvez lire avant puis vous en inspirer. Oups, oh non, je l'ai fermé sans faire exprès. Que vous pouvez lire avant tout seul, vous en inspirer ou alors que vous pouvez adapter comme vous voulez. C'est vraiment au choix en fonction de comment vous vous sentez avec cette personne-là puis surtout comment vous vous sentez à l'aise aussi vous dans l'intervention. Ici, par exemple, on a l'histoire de Daniel qui veut vivre et mourir en même temps et qui retrouve l'espoir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui aide à décrire le processus de construction et d'apparition des choses qui vont pas bien, des choses qui vont bien. Ça parle de l'ambivalence aussi par rapport au suicide et de comment est-ce qu'on peut rebâtir un petit peu l'espoir avec la personne. Donc, dans la colonne de gauche, vous avez la bande dessinée que vous pouvez lire avec la personne. Dans la colonne de droite, vous avez un petit peu le narratif. Puis ce narratif-là, il vous donne des cues aussi, des cues, c'est pas un mot français ça, des idées de comment aborder la question et de quoi dire avec la personne dans le cadre de votre intervention. Donc, Daniel avait une blonde, elle veut plus lui parler, il est triste. Donc, ma blonde m'a quitté. Puis le petit personnage est triste. Okay? Il se sent mélangé. Il pense à se tuer parce qu'il est triste, mais aussi en même temps, il sait que demain, il va aller aux quilles et il est content de ça. Il est tout mélangé. Donc, on parle de l'ambivalence. Et là, vous pouvez dire à la personne, toi, est-ce que tu es comme Daniel? Est-ce que tu es triste aussi comme Daniel des fois? Puis des fois, tu es mélangé aussi. Il y a des choses qui vont bien, puis des choses qui vont pas bien. Puis on peut commencer à faire la liste avec la personne, des choses qui vont bien pour elle et des choses qui vont moins bien pour elle, comme Daniel. Et ensuite, après chaque case, on peut enrichir l'histoire de la personne en même temps qu'on suit
l'histoire de Daniel. Je ne vais pas vous la faire en entier parce que d'abord, on n'a pas le temps. Puis ensuite, ce serait un petit peu peut-être redondant pour vous. Donc, d'expliquer l'ambivalence. Parfois, il a envie de vivre et mourir en même temps. C'est normal de se sentir comme ça. L'importance de valider la personne et de lui confirmer toujours qu'on est content qu'elle nous ait parlé et que ça arrive à tout le monde de se sentir comme elle se sent. Des fois, on est content, on a envie de mourir, puis après, on est content de nouveau, on a envie de vivre. Donc, des fois, c'est en séquence. Des fois, on a pu faire une tentative de suicide, comme c'est le cas dans l'histoire, mais après, on veut plus mourir. On est content. Puis on n'était pas content d'avoir fait la tentative de suicide. Puis on est tout mélangé. Donc ça explique les différentes situations dans lesquelles on peut être mélangé, puis qui aident à valider aussi avec la personne. Puis après, c'est de rappeler que des fois, ça va bien. Et que quand tout va bien, ben, on est correct. On est content d'être en vie. Donc, c'est intéressant de se rappeler quand est-ce qu'on va bien, puis les choses qui font qu'on va bien. Et puis de comprendre la tempête que ça fait quand on sait que ça va bien, puis qu'on sait que ça va pas bien en même temps, etc. De faire un peu le tri, d'aider la personne à faire un peu le tri dans tout ça. C'est correct de se sentir mélangé. Et là, on peut parler des raisons de vivre de la personne, que ce soit des raisons de vivre à court terme, moyen terme, long terme. Et comment est-ce qu'on peut utiliser les raisons de vivre pour s'aider dans les périodes où on a l'impression qu'on a plus de raisons de mourir que de raisons de vivre. Donc ça, c'est une des histoires et il y en a plusieurs qui sont proposées dans le cahier d'intervention qui sont vraiment basées sur le même principe de dire on aborde le concept, on aborde la construction de l'espoir avec la personne à travers l'histoire ou alors, si l'histoire vous intéresse vraiment pas d'utiliser, juste de vous en inspirer pour vous rappeler la séquence d'intervention pour ensuite le faire avec la personne. Donc, c'était un petit peu les choses que je voulais vous montrer en termes d'intervention. C'est sûr que, évidemment, c'est pas un cours et c'est pas une formation complète. Donc, on a survolé ces choses-là, mais elles sont très présentes dans le cahier qui est sur le site. Donc, essentiellement, en conclusion, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que pour soutenir une personne suicidaire, il y a beaucoup d'options d'intervention. Il y a des choses que je vous ai apportées ici, puis il y a des choses que vous saviez déjà, évidemment, et il y a des choses qui sont aussi disponibles dans vos milieux de travail, qui s'adressent à d'autres problématiques, mais qui peuvent être utilisées avec ces personnes-là. De la même façon que l'estimation du risque, c'est quelque chose qui se construit dans le temps, l'intervention, c'est quelque chose qui se construit dans le temps aussi. Donc, utiliser qu'une seule activité d'intervention, ce ne sera pas suffisant. C'est une stratégie d'intervention qui fait que le risque suicidaire va diminuer chez la personne. Et que toutes les options d'intervention que vous allez choisir, ils doivent être choisis consciemment en fonction des objectifs que vous avez ciblés lors des évaluations du risque et lors de la compréhension que vous vous êtes donné sur le risque suicidaire de cette personne. En conclusion, les outils, je vous ai mis l'adresse ditsa-suicide.ca, c'est l'adresse où vous pouvez aller chercher l'information des choses dont je vous ai parlé aujourd'hui. Merci beaucoup de votre présence, de votre attention. Comme ça a été le cas pour la dernière fois, la présentation d'aujourd'hui va être mise en disponibilité sur le site web du CRIS éventuellement.